devenu copain avec le commissaire du Patelin, du Mont d'Or. Ce commissaire arrive, il toque et il dit à mes parents, c'est mon père qui raconte, et plusieurs fois. Donc ça c'est un témoignage, je sais pas, parce qu'il l'a dit plusieurs fois. Il dit, écoutez, dépêchez-vous, faites vos valises, ça sent mauvais. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ça sent mauvais. La milice n'existait pas encore. La recherche des juges, je ne sais pas en début 40 comment elle se faisait, mais il sentait. Qu'est-ce qu'il sentait exactement, je ne sais pas, mais peut-être il y avait des ordres venus d'en haut de donner la liste des juifs qu'il y avait dans le Patelin, etc. Il a dû comprendre, il était intelligent, il a bien compris pourquoi on est venu de Paris. Et on s'est installé au Mont d'Or. Faites vos valises et pliez bagages, trouvez. Voilà, donc on quitte le Mont d'Or. Et pour maintenant la suite du périple, je vous raconte la suite du périple. Et pour quelle raison, quel est le choix de l'endroit là, je n'ai aucune idée là-dessus. C'est un long voyage parce que là, il y avait mon grand-père. Je ne sais pas comment il était venu entre-temps, mais mes parents et mon grand-père décident de s'installer, d'essayer de trouver à se loger dans un patelin au sud. Il n'y avait pas encore... alors ça, oui, c'était ce qui va devenir la zone libre. C'est la zone libre. Près de Toulouse, Grenade-sur-Garonne. Un petit patelin. Grenade-sur-Garonne, un patelin à côté de la Garonne. Plus petit que le Mont d'Or. Et là, on est, je ne sais pas, plusieurs mois. Une anecdote amusante, et que mon grand-père était là avec nous. Pourquoi il était pas au Mont d'Or? Comment? Grand-père, donc c'est le père de Mémé Saussure. C'est le père de ma mère. Le père de ma mère. Ma grand-mère maternelle était restée à Cracovie parce que le couple, je crois, s'était séparé. Et mon grand-père était un négociant, il faisait des affaires, donc pour lui c'était intéressant de venir. Il est venu dans les années 35 à Paris. Et sa fille, ma mère, l'a suivi quelques temps après. Alors ce grand-père était très soucieux de ma santé. Alors à ce moment-là, je crois, ça fonctionnait les tickets de rationnement. On avait droit à 3 œufs par jour, 2 œufs, à un demi-litre de lait, à 250 grammes de farine, enfin je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais c'est pour dire on avait des tickets et on allait au magasin, on donnait les tickets qui correspondaient à la quantité de nourriture à laquelle on avait droit. Mais quand on avait un bébé, un enfant, un bébé, évidemment, il y avait le surplus, il y avait la quantité de lait en plus, probablement, etc. Les détails, mon grand-père n'a fait absolument pas confiance aux autorités, tu verras, un jour on donnera encore moins, etc. Il était soucieux du bon développement de ma santé, puisque j'étais son premier petit-fils, et il a acheté une vache. Alors je ne sais pas comment on fait pour acheter une vache. Quand on habite dans un 2 pièces, c'était pas, à connaissance, on n'était pas dans une ferme, mais enfin, on parlait tout le temps de cette vache, on riait aussi un peu à la maison quand on racontait cette histoire, mais mon grand-père a acheté une vache pour qu'il faisait la traite. C'est pas mon père ni ma mère, certainement. Et comme ça, il me disait, j'aurais du lait. Une vache, ça donne du lait. Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette vache? Aucune idée. Avec quel argent il a... Parce qu'elle a survécu. Elle a survécu, on n'a pas raflé les vaches en France. Même les vaches qui ont nourri des juifs. Bon. Vous êtes allé où après alors? Alors, quelques mois, Grenade-sur-Garonne. Ensuite, il y a la ligne de démarcation, je crois, cesse d'être ligne de démarcation. Alors probablement c'est ça qui a motivé la décision de mes parents de quitter Grenade-sur-Garonne. Et on va sur Marseille. Alors sur Marseille, j'ai pas vraiment, mais j'imagine quelque chose. Je
ne sais pas comment faire les vérifications pour savoir si c'est vrai, mais mon père décide d'aller à Marseille. D'abord à Marseille, il y avait une grande communauté juive, et il y avait là-bas un ami à lui qui s'appelait Schneerson, qui est le futur, le Schneerson, celui qui a créé ce qu'on appelle maintenant, maintenant ça s'appelle Mémorial de la Shoah, mais ça s'appelait à l'époque Centre de documentation juive CDJC, Centre de documentation juive contemporaine. Et mon père était copain de ce monsieur Schneerson, et ce monsieur Schneerson dirigeait un bureau il était très très occupé, un peu parallèle à Lausée, mais religieux, très religieux. Il travaillait dans un bureau de recherche d'endroits où placer les enfants qui sont en danger. Mais alors, pas question de les placer dans des endroits où on ne pourrait pas manger cachère et on ne pourrait pas respecter Shabbat, etc. Il cherchait à maintenir le respect des halakhot juives fondamentales pour les enfants qu'il voulait sauver. Et mon père a travaillé avec lui. Je suppose, mais c'est une supposition, comme il le connaissait et comme ils étaient amis, il lui a proposé de travailler avec lui. Voilà. Alors ça c'est Marseille. On est allé une fois, Raphaël travaillait à Marseille à un moment avant de travailler ici, et on peut raconter l'histoire de Finkelstein. Ouais. Et à Marseille, alors je sais, donc à Marseille, après Marseille, donc il ne faut pas interrompre le cours de l'histoire, après Marseille, probablement ça commençait à sentir très très mauvais. C'est vrai que les Italiens occupaient le sud de la France, mais ça c'était Nice et la région, mais je crois que Marseille n'était pas, est-ce que je me trompe ou pas? Marseille n'était pas sous le régime italien. C'est faux ou juste? C'est juste. C'est juste. Donc Marseille, alors les raisons exactes, je ne sais pas pourquoi. C'est un âge, hein, du temps où je vivais avec mes parents, c'est un âge, et ça c'est une chose, pas uniquement chez moi, j'ai constaté ça chez d'autres. On ne posait pas de questions à nos parents, mais alors comment qu'est-ce que vous faisiez, et après quoi, etc. Je sais pas, c'est un peu mystérieux. Pourquoi on n'a pas posé de questions? On continuait notre vie, on faisait nos études, voilà, on récoltait ce qu'on entendait, mais il n'y avait pas cette idée cette posture de gratter pour avoir le maximum de renseignements et faire l'historique de sa vie, etc. Il n'y avait pas cette ambiance. Donc Marseille, je suis sûr, ça sentait mauvais. Et là, je sais qu'on a été aidé, qui est la cheville ouvrière de cette entreprise. C'était peut-être mon grand-père avec mon père ensemble. Ils ont pris contact avec un réseau des jeunes, du réseau des EI, éclaireurs israélites, dont beaucoup travaillaient dans la résistance, pas de façon militaire probablement, mais le travail de cacher les enfants, etc., de les placer, voilà. Les EI étaient très actifs là-dedans, et je sais que c'est un réseau EI qui a organisé notre exil en Suisse, fin 42, ou début 43, je suis un peu hésitant sur la datation. Un train nous a, ça c'est ma mère qui me raconte, le train nous a amenés jusqu'à Annemasse. Alors comment on peut faire un voyage de Marseille à Annemasse dans la France occupée en n'ayant pas de faux papiers? Une vache? La vache n'a pas été acceptée dans le train. D'ailleurs, je crois qu'elle n'est même pas allée jusqu'à Marseille. Et comment? Ça, c'est un mystère. C'est un mystère. Comment vous avez passé la frontière? Alors, on descend à Annemasse, et d'Annemasse, c'est la frontière suisse. Et là, ma mère me raconte, dans la nuit, on a dû attendre la nuit, et ce réseau de résistance, ce réseau des EI, nous prend pas seul, on était dans un petit groupe, et nous donnait, et comme raconte ma mère, donnait des instructions, faites attention, ne faites pas de bruit, laissez ces affaires-là, ne vous embarrassez pas. Et eux connaissaient très bien les routes de forêt qu'on pouvait emprunter pour... Et comment ta maman a passé
Ce passage, tu m'as raconté. Ah non, elle avait très peur d'une chose. D'une chose, elle avait très peur, c'est que je me mette à pleurer. Alors elle me donnait à manger, je ne sais pas quoi. Enfin, c'était pourquoi? Parce que sans doute, il y avait des patrouilles, quand même, la frontière n'était pas libre, elle était comment dire, perméable, mais il y avait, elle était surveillée. Sur combien de kilomètres, je ne sais pas, mais en tout cas des enfants qui pleurent dans la nuit, dans la forêt, ça s'entend, et ça c'était son angoisse. Grâce à Dieu, j'ai pas pleuré. Alors on arrive en Suisse. Alors la Suisse, paraît-il, c'est pas évident. Ils ont refoulé beaucoup de gens. Mais j'ai appris plus tard qu'ils avaient une règle, je ne sais pas si elle était absolue, mais on ne refoulait pas un couple avec un bébé en très bas âge. Est-ce qu'ils ont respecté cette règle de façon... Donc si ça se trouve, c'est toi qui as sauvé tes parents. Exactement. C'est le bon Dieu qui m'a sauvé, et c'est moi qui ai sauvé mes parents. Ouais. Comment s'est passé arriver en Suisse? Arriver en Suisse, alors ça c'est une autre histoire, c'est-à-dire on est tout de suite placés séparés. Mon père et ma mère sont séparés. Mon père est envoyé dans un camp de travail, un camp pour réfugiés en Suisse. Le mot camp a une double connotation. Alors, les camps en Suisse, c'est pas des camps de colonies de vacances, mais bon, c'est un camp normal. Alors mon père travaille, ma mère travaille dans un autre camp, je rappelle encore le nom, à Champéry, et c'est vraiment la frontière française. Et très peu de temps, c'est-à-dire ma mère et moi, enfin je reste avec ma mère dans ce camp, mais après on m'a placé pour quelle raison, encore une fois, inconnue, mystérieuse. C'est certainement pas ma mère qui avait pris la décision de me mettre dans une maison d'enfants. J'avais 3 ans. Donc à 3 ans, ils t'ont séparé de ta mère? Séparé la maman de l'enfant. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Ensuite, se passe... la chronologie est très compliquée pour moi de la connaître de façon précise. Ensuite, on est recueilli par une famille à Berne. Cette famille, là, j'ai des souvenirs. C'est le premier moment où j'ai des souvenirs populaires, auditifs. Je me rappelle de cette famille. Il y avait une jeune fille dans cette famille qui était la fille de la famille. Mon grand-père était avec nous. Et c'était des très gentils, un couple de gens de protestants, très sympathiques. Mon père, après la guerre, se moquait un petit peu d'eux parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choses à discuter et à parler avec eux. Chaque fois que mon père racontait, il aimait beaucoup raconter des histoires, mais il pratiquait l'allemand couramment. C'est des Berne, qui est une partie de la Suisse qui est alémanique, de langue allemande. Alors, c'était l'ennui total et mondial parce que chaque fois qu'il racontait une histoire, le balabait, le maître de l'histoire, Arzo, tout le temps, c'est comme ça. Alors après c'était un rythme dans la famille, c'était Arzo, ce fiche un peu de quelqu'un, Arzo, c'était ça, rien, il n'y avait rien à dire, rien à raconter, rien à demander, bon, mais bon, la reconnaissance, on est obligé de reconnaissance. Maintenant, est-ce qu'ils nous ont reçus bénévolement ou pas? Je me suis posé la question là. Est-ce que c'est les organisations juives comme le Joint qui payaient à des gens comme ça pour garder... On peut faire des recherches et savoir ça. Il y a un petit fascicule paru, la revue Histoire de la Deuxième Guerre mondiale, je crois, où il y avait un numéro spécial, les exilés juifs en Suisse, l'historique de ça. Et il y a des années que c'est paru. Il faudrait aller dans une bibliothèque chercher est-ce que ces détails-là sont précisés. Voilà. Et voilà. Et juste pour conclure, est-ce que tu as une histoire particulière avec cette synagogue sur laquelle moi je me suis retrouvé après à la récupérer par hasard? Oui. Oui. Cette synagogue, c'est la synagogue de la commune. Une des 2 synagogues. Alors, il y a une communauté ashkénaze dans ce qu'on appelle le Pletzel, à Saint-Paul, la rue Pavée, qui existe encore. Il y a
une choule dans le 16e, c'est pas Copernic, Montevideo. Montevideo. Et ça, je crois que c'est la plus ancienne synagogue ashkénaze de Paris, de rite alsacien. Était rabbin ici, moi je l'ai connu, parce qu'il est venu à ma bar mitzvah. Le rabbin Munk, tout le monde sait, il est l'auteur de fameux La Voix de la Torah. Première traduction en français. Qui est une traduction en français avec des notes à la fin. On n'a jamais encore fait en français quelque chose de mieux, de meilleur que ça. Jamais. Bon, voilà. Et alors, donc, cette choule, je venais, quand j'étais étudiant à Paris, je la fréquentais beaucoup parce que j'avais des amis au moment à l'époque où je voulais me rapprocher de la tradition juive et de la pratique juive. C'était l'âge où je commençais mes études. Et ici, on venait avec certains amis. J'ai connu bon, peu importe, les familles, les notables de cette communauté. Et il y avait ici un rabbin qui... Alors, je ne parle pas du rabbin Munk, mais à côté, pas loin, il y avait un endroit d'études de Torah qui était dirigé par le fameux Rav Westheim, si vous avez entendu parler, dont un des fils est devenu un rabbin connu à Manchester. La fréquentation de ce rabbin était un des éléments fondateurs, voilà, de mon cheminement. Et en été, plus tard, en été, parce que mes parents avaient une propriété, mon grand-père avait acheté après la guerre une petite maison dans la banlieue est de Paris, Saint-Maur-des-Fossés, et j'étais très attaché à cette synagogue. Et on venait en été avec mon épouse et mes enfants petits, donc lui, à Tisha B'Av, on peut prendre la voiture, et je les amenais à chaque Tisha B'Av, parce qu'il n'y avait pas de choule autour de nous pour pouvoir vivre la... Je me rappelle mes souvenirs d'enfance ici, c'est que c'était glauque. T'imagines une synagogue ashkénaze à Tisha B'Av. Et ma place était là à peu près à côté, enfin plus près du mur, là, derrière Raphaël. J'allais venir tout de suite. Alors mes deux enfants, les deux aînés, ceux-là doivent se rappeler, mais toi tu as souvenir ici? Je me rappelle que c'était glauque. Mais les keynotes, tu te rappelles de la lecture des keynotes? Par terre, la bougie, on chantait les keynotes. Je voulais qu'ils vivent cette chose-là et je trouve que c'est un moment important. Très important. Quand est-ce que tu es revenu en France après la Suisse? Pardon? À quel moment vous êtes revenu en France? Alors, après la libération, mon grand-père est tout de suite rentré. Après la libération, mon grand-père est tout de suite... Il a pris le premier train pour Paris, parce que c'était un commerçant, un homme de business. Il voulait retrouver son bureau à Paris, il a repris les affaires, etc. Et nous, on n'était pas prêts, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, on n'avait pas de logement. Il a dit, je vais vous chercher. Quoi? Tu étais à l'école? Comment? Oui, j'étais à l'école à Genève. On a habité ensuite. Mon père a trouvé une location à Genève. Il a d'ailleurs travaillé pour les travaux qu'il faisait. Il fréquentait les bibliothèques de Genève, les bibliothèques pédagogiques pour écrire l'école du meurtre. Et on a attendu plusieurs mois. Mon oncle a trouvé un logement à Vincennes, lui et sa femme et sa fille. Il a dit je vous héberge. Et donc on a, à retour de Paris, on a vécu quelques mois chez mon oncle. Comment? Alors, on va prendre quelques minutes parce qu'il a son train dans pas longtemps. Juste quelques questions. Maman, elle a une question. Il voulait te demander, il n'osait pas, est-ce qu'il y a des personnes de ta famille qui sont mortes? Julien? Alors, ma mère avait un frère, deux frères. C'est mon oncle dont je parle tout le temps. Excusez-moi parce que c'est difficile à raconter. Il s'appelait Julien, je ne l'ai pas connu. Ma mère avait deux frères et
Elle aimait beaucoup ce frère, elle aimait ses deux frères. C'était ses deux frères préférés, mais il n'y en avait pas d'autres. Et cet oncle, que je n'ai pas connu, a travaillé à Lausée dès le début de la guerre, dans des bureaux, enfin il fallait une organisation pour ça, de sauvetage des enfants. Osée, organisation de sauvetage des enfants. C'est ça, Lausée. Ça existe encore, Lausée. Et ils étaient un groupe très soudé. Et ils ont dû bouger, changer de place très souvent. En 1944, nous on était déjà en Suisse. Lui, pourquoi? Alors, on lui a proposé de s'exiler comme nous ou pas. Peut-être il a choisi non. J'ai un boulot important à faire ici, je reste en France. Et c'est pas n'importe quoi d'occuper sa vie à sauver des enfants. Et lorsque nous étions à Genève, je me rappelle encore la scène, je vois ma mère pleurer beaucoup, beaucoup. Elle a appris que son frère était déporté. Donc ce groupe a été dénoncé par qui la Gestapo est arrivée, a ramassé tout le... Il n'a pas sauvé quelqu'un le jour où il a été arrivé? Si. Incroyable. Oui, il a sauvé quelqu'un. Oui, alors c'était une femme non juive, je crois, si je me rappelle. Une collègue juive. Comment? Une collègue juive. Une collègue juive. Oui. Trouvé un... Si je me trompe, il faut que je me rappelle bien l'histoire. Tu te rappelles bien l'histoire? Oui. Alors raconte-la toi. Elle a trouvé... Alors viens la raconter. Parce que j'ai peur d'oublier des détails. Sur la route pour aller au travail, il était avec elle. Elle a trouvé par terre, sa collègue juive, a trouvé par terre un livre de prière catholique, très joli, avec des ornements et tout. Elle a ramassé ça. Et il lui a dit une question à faire avec ça. C'est un livre de prière. Elle a dit, ah, c'est très joli. Elle l'a mis dans son sac. Le jour où ils ont été raflés. Et quand ils ont été raflés, il a dit, mais pourquoi vous la prenez elle? C'est une collègue non juive. Il dit, oui, oui, c'est ça à d'autres. Il dit, mais regardez dans son sac, vous allez voir. Ils ouvrent dans son sac, il dit, ah ouais, il y a un livre de prière. Comment ça se fait qu'elle a trouvé ce jour-là un livre de prière qu'elle a mis dans son sac? Et grâce à ça, ils l'ont laissé, ils l'ont laissé partir. Donc, une historienne qui a fait des recherches sur la plaque de tonton Julius, oui. Qui nous avait raconté ça quand ils ont déposé la plaque à Chambéry. Oui, oui. Donc il a sauvé, avant de partir pour Auschwitz, il a réussi à sauver quelqu'un. Une petite question. Moi je suis heureuse de vous voir tous les deux parce que ça fait, enfin tous, mais tous les deux parce que ça fait très longtemps maintenant qu'on fait des choses avec Raphaël, et notamment évidemment des voyages en Pologne. Excusez-moi, vous êtes Sophie, je fais... C'est elle qui filme les derniers survivants. Je filme les derniers survivants, et depuis longtemps avec Raphaël, on fait des choses ensemble, et on a été déjà 2 fois en Pologne ensemble, avec beaucoup de gens qui sont ici. Bref, à chaque fois que je vois Raphaël, donc qui est guide en Pologne, comme tout le monde le sait, il nous dit que sa vocation, enfin une de ses vocations, vient d'un épisode très ancien qui vous concerne, qui est la rencontre avec votre femme. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre premier rendez-vous? Je suis bien informée. Hein. C'est une blague, c'est pas une blague. Je dis à tout le monde que mes parents se sont rencontrés dans un camp de concentration. Est-ce que c'est un mensonge? Un peu. En tout cas, il l'a raconté à chaque fois. Rencontrés dans un camp de concentration. Première date, c'était où la première date? La première rencontre, on va dire... Je rencontre ma femme à Strasbourg, par les gens ont organisé un petit peu la rencontre, voilà, et j'ai une petite 2 chevaux, c'était l'époque de 2 chevaux, j'ai une petite 2 chevaux, et je veux me promener dans la nature avec ma future épouse, et les Vosges... Pas encore future épouse. Oui, enfin... En période de drague. On essaye, on apprend à se connaître. Bon, et je sais pas pourquoi cette histoire-là. Alors, où aller? Il n'y avait pas encore, comment on s'appelle, les trucs. Il n'y avait pas encore Roger. Il n'y avait pas encore, comment ça s'appelle, parc, ou Disney Park, ou je sais pas quoi. Il y avait. Et on prend la voiture, et dans les Vosges, je lui propose, il faut avoir un but de promenade,
dans les Vosges, d'aller. Moi, j'avais jamais vu, ça m'intéressait aussi, le Struthof. Un camp de concentration à côté de Strasbourg, le Struthof, où il y a d'ailleurs, c'est la seule chambre à gaz qu'il y a en territoire français actuel. Bon, alors ça donc c'est vrai que tu l'as rencontré, le Struthof. Je l'ai amené au Struthof. Tu l'as ramené aussi. Je l'ai sorti du Struthof. C'est un peu comme nous dans notre voyage, on a couché à Auschwitz. Ah, exactement. C'est un peu du même niveau. Bon. Non mais ça me colle à la peau dans cette histoire. Ah, il la raconte beaucoup. Hein. Oui, je veux dire un petit mot parce que Mais les gens... je trouve que vous êtes un petit vernis. Pardon, j'entends pas Vous bien. êtes un petit vernis parce qu'avoir passé une partie de la guerre en Suisse, c'est du miel. Ah oui. Je peux vous dire Absolument. que dans le parcours des enfants cachés, il y a eu des situations bien plus tragiques que la Mais je vôtre. sais, C'est pour ça que je vois beaucoup de joie Mais je sais, dans toutes ces expressions. mais je Mais voulais- aujourd'hui, on parle de Quand j'ai d'homme lu Ashura. récemment, C'était pas gai comme ça. je sais. Alors j'ai lu récemment le livre que certains d'entre vous doivent connaître, le livre de Laurent Joly sur Vichy et les Juifs, qui décrit tout le processus de... Voilà. tout ça. Et après avoir lu ce livre, j'ai dit, alors, il raconte comment on avait des faux papiers, comment on était caché, etc. etc. Donc là, je dis, mais ni caché, ni faux papier, ni l'étoile, etc. C'est considéré comme un miraculé. Il y a il y a 2 tiers des Juifs de France qui n'ont pas été déportés, n'est-ce pas? 2 tiers. Mais le robe, la majorité, c'est caché et avec des faux papiers. Merci.